Bonjour, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de décembre, qui est un bilan plutôt particulier parce que, comme vous le savez sans doute, décembre a été le mois où j'ai décidé de lire les reliques de ma pile à lire. Qui dit relique dit vieux livre, dit livre acheté il y a très longtemps ou trouvé en boîte à livres, et donc des livres que je ne lis pas régulièrement et donc vous avez vu passer sur cette chaîne, mais c'est pas grave, le but étant de découvrir de nouveaux livres, donc on y va. En décembre, j'ai lu 10 livres et j'ai commencé 2 livres que j'ai pas terminés et dont je vous reparlerai en fin de vidéo. Donc on est sur un nombre de livres plutôt correct, même si vous allez voir les genres expliquent aussi en quoi cette vidéo est un petit peu différente des autres vidéos, en quoi ce bilan est différent plutôt, mais aussi pourquoi j'ai pu lire autant de livres. En effet, j'ai lu autant de livres parce que j'ai lu 3 livres de théâtre ou de poésie. Et donc c'est des livres qui se lisent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement peut-être que des romans. J'ai lu 4 livres de SFFF, donc là on retrouve majoritairement mon genre de prédilection, même si le ratio est plutôt équilibré cette fois-ci. On a 2 livres de littérature blanche et un essai. Donc on est plutôt en équilibré, donc ça c'était cool. En termes d'auteur et d'autrice, on est cette fois-ci dans un déséquilibre différent de ce que je peux présenter d'habitude dans mes bilans, puisque j'ai lu 6 auteurs et seulement 4 autrices, et vous savez que je préfère lire davantage d'autrices que d'auteurs. Sans plus tarder, je vais vous présenter d'abord les livres de SFFF que j'ai lus. Donc il y a le tome 18 de La Roue du Temps que j'ai beaucoup aimé. On a davantage ici d'informations sur 2 peuples qu'on connaît quand même très peu, les Sahétchaniens et le peuple de la mer. J'ai beaucoup aimé apprendre davantage sur ces 2 peuples. C'est des peuples avec un pouvoir politique matriarcal et en tout cas une forte lignée matrilinéaire. J'ai vraiment apprécié en apprendre davantage. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que là au tome 18 je suis bientôt à la fin de la saga et je ne veux pas du tout vous spoiler. Donc une très bonne lecture. Après j'ai écouté en audio une duologie, donc j'ai enchaîné les tomes. C'est tout d'abord La Princesse sans visage et après Le règne des chimères d'Ariel Holz, qui est plutôt du young adult. J'ai bien aimé le tome 1, mais beaucoup moins le tome 2. En fait, dans ce tome 1, on va suivre Ivy de son surnom, qui vit recluse et en fait elle va apprendre un peu du jour au lendemain que son père c'est le roi gris, donc c'est un des fae. On est dans une dimension un peu de fantaisie, mais dans une dimension plutôt anglo-saxonne avec des fées, des gobelins, etc. Elle est donc la fille de ce roi gris et elle va participer à une sélection pour devenir en fait la nouvelle reine du royaume d'Evergrey, puisque le roi gris est mort. En tout cas, c'est ce qu'on sait au début de l'histoire. J'ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur les personnages, sur la quête et les épreuves que Ivali va devoir faire. Par contre, j'étais vraiment perdue sur l'univers. Vraiment, au début, c'était hyper dur de savoir qui était qui. Même avec le lexique à la fin, j'étais vraiment perdue. J'ai mis ça de côté en fait pour me concentrer uniquement sur l'histoire en me disant c'est pas grave si je comprends pas toutes les subtilités. Et j'ai bien aimé le personnage principal, elle est quand même très naïve, elle est assez stéréotypée dans les parcours qu'elle va devoir faire, etc. Les valeurs de l'amitié, vous voyez, qui sont au centre de ses quêtes. Elle réussit parce qu'elle est entourée, parce que c'est l'héroïne gentille et qu'elle veut le bien sans forcément réfléchir toujours sur ce qui est le bien et le mal. Elle voit pas les choses de manière nuancée, moi j'ai trouvé. Bref, ça reste un personnage sympathique à suivre, assez caricatural je trouve pour un public adulte, mais je pense que ça fait le job largement pour un public beaucoup plus jeune. Donc j'ai bien aimé en apprendre davantage sur les épreuves. Le livre au final m'a plu, c'était pas du tout un coup de cœur, j'étais quand même à fond. J'avais envie de l'écouter, donc je me suis dit que j'allais enchaîner sur le tome 2 puisque les 2 tomes étaient gratuits sur Audible. Et le tome 2, autant dans le tome 1 j'étais perdue mais j'avais réussi à peu près à comprendre les enjeux, autant dans le tome 2, il y avait trop de personnages, trop de quêtes, trop d'éléments. On allait d'un royaume à un autre, on savait pas ce qui se passait. Puis finalement, il y a des royaumes invisibles, il y a des royaumes souterrains.
Et j'étais perdue, vraiment j'étais perdue. Le personnage d'Ivaline ne me touchant pas plus que ça, j'en avais un peu rien à faire de ce qui allait lui arriver. J'ai trouvé que les intrigues du tome 2 étaient trop faciles en termes d'enjeux et aussi trop facilement résolues. Tout ça pour qu'en fait tout soit un complot imaginé par le roi gris il y a fort longtemps. Bref, ça m'a pas du tout plu. J'ai été perdue, vraiment, et j'étais un petit peu déçue parce que vraiment le tome 1 c'était une bonne lecture et je pensais que le tome 2 allait être tout autant, mais ça ne l'a pas fait. Le seul point positif c'est que j'ai enchaîné les 2 tomes et donc j'ai fini une duologie qui n'était pas prévue mais que j'avais envie de découvrir. Ça l'a pas fait tant que ça pour moi, vu le bilan mitigé entre le tome 1 et le tome 2, mais l'univers créé était quand même foisonnant et j'aurais aimé que l'auteur prenne davantage le temps pour nous expliquer, nous immerger dans ce royaume et en fait pour qu'on sache un peu mieux les tenants et aboutissants. J'ai eu l'impression par moments qu'on était les rêveurs ou rêveuses. En fait, c'est les humains qui vont rêver de ces mondes magiques dans l'univers. Et en fait, j'ai eu l'impression que moi aussi, je rêvais de cet univers et que tout était un peu flou, tout était un peu difficilement en fait saisissable. Donc dommage, ça l'a pas du tout fait pour moi. Mais c'était quand même une bonne lecture dans l'ensemble, surtout pour le tome 1. Et dernier livre de SFFF que j'ai lu, et en fait je me rends compte que je pense que j'en ai pas très bien parlé dans ma vidéo où je lisais les 3 reliques de ma palle, donc quasiment les 3 plus vieux de ma palle, de ma pile à lire. Il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley qui a été mon coup de cœur du mois de décembre. Vraiment, j'ai adoré. Je lui rends pas justice ni dans mon post Instagram, ni dans ma dernière vidéo. Mais sachez que le duo entre Frankenstein et le monstre est époustouflant, épique, que c'est cette dualité qui fait qu'on comprend les thèmes qui sont abordés, du monstre, de l'autre, de la curiosité, de qu'est-ce que c'est que apprendre, comment on apprend. J'ai tout aimé, vraiment. Je suis encore très désolée dans ce bilan d'aller déjà vite parce que je l'ai déjà présenté, mais surtout j'arrive toujours pas à poser les mots là-dessus. Mais c'était vraiment une superbe lecture et je vous invite à aller le découvrir. Et je tiens à préciser que la narratrice de Mary Shelley chez Audible ainsi que les 2 livres de la duologie d'Ariel Holmes sur Audible ont des narratrices incroyables. Vraiment, le travail qui est fait pour rendre ce livre intéressant en audio est à souligner. Bon, voici mon coup de cœur de décembre et je vous en reparlerai très prochainement parce que je compte bien faire la vidéo numéro 2 sur ma meilleure lecture du semestre numéro 2 de l'année 2023 et elle sera forcément dedans vu que c'est mon coup de cœur de décembre. J'en profite du coup pour lier tout ça avec donc cette vidéo où je vous présentais les 3 reliques de ma pile à lire. Et dans cette fameuse vidéo, en plus de Frankenstein de Mary Shelley, il y avait donc 7 essais, Être écoféministe, théorie et pratique de Jeanne Burgat-Gouttal. J'ai adoré la partie numéro 1, donc la partie théorie de cet essai. Elle essaie au début de cartographier, de faire des liens entre les différents courants de pensée qui peuvent s'inscrire dans l'écoféminisme, et face à cette nébuleuse de pensée, face à la difficulté de l'exercice, elle laisse tomber cette cartographie pour essayer de narrer l'histoire de ce qu'est ou de ce que sont les écoféminismes, comment ils sont apparus, quelle a été la différence entre le contexte français et le contexte anglo-saxon, notamment américain et britannique, mais aussi pourquoi il a disparu dans les années 80 et pourquoi il y a une résurgence de ces thèmes dans les années 2000, au début des années 2000. J'ai vraiment adoré. La partie 2 m'a moins intéressée puisqu'elle va aller à la rencontre de personnes qui ont des pratiques écoféministes. Là, j'ai trouvé ça moins intéressant parce qu'elle n'en dit pas suffisamment pour que l'on puisse avoir une idée, et c'est en plus pas ce que je cherchais moi en lisant ce livre-là. Mais par contre, elle interroge énormément la figure aussi de Vandana Shiva, qui est une militante écoféministe indienne, et j'ai trouvé que le travail qu'elle fait autour de cette figure est hyper intéressant. Elle nous pose des questions, elle nous permet des questions par exemple, est-ce que vraiment Vandana Shiva est écoféministe et qu'est-ce que ça veut dire d'être écoféministe puisqu'il y a plusieurs définitions. Est-ce que comme il y a forcément un décalage entre la théorie et la pratique, qu'est-ce que ça veut dire de la pratique de Vandana Shiva, mais aussi dans l'écoféminisme il y a une dimension anticlassiste ou en tout cas revenir sur la domination de classe. Vandana Shiva s'inscrit dans la lignée de Gandhi
qui ne remettait pas du tout, pas totalement en question le système de caste en Inde. Enfin voilà, c'est des questions qu'elle pose, dont elle n'a pas forcément la réponse ou les réponses, et je tiens à le signaler, mais qui sont vraiment très intéressantes à aller lire et du coup à se poser. Et le troisième livre que je lisais dans cette vidéo, et j'ai enlevé la jaquette donc vous ne verrez rien, c'est L'œil le plus bleu de Toni Morrison que j'ai lu en diagonale, en accéléré si on peut dire ça comme ça. C'est pas très pertinent de vous montrer le livre, mais j'aime bien les thèmes qu'elle aborde, je trouve ça hyper intéressant. Les inégalités, le racisme, la ségrégation, la pauvreté chez les Noirs, la délinquance, mais aussi la sous-culture et la contre-culture que peuvent mettre en place les personnes racisées aux États-Unis, donc notamment le jazz, etc. Je trouve toujours que c'est des thèmes hyper intéressants, mais j'ai du mal à rentrer dans l'écriture de Toni Morrison, ça ne me fait pas vibrer, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et j'arrive pas à m'accrocher au personnage ni à l'histoire. Et donc j'ai eu le besoin de juste survoler l'histoire parce que vraiment j'arrivais pas à rentrer dedans. Je pense que c'est plutôt l'écriture qui me pose problème que les thèmes, parce qu'encore une fois c'est des thèmes qui m'intéressent sociologiquement. J'aime bien lire des choses dessus, mais là, ça ne l'a pas fait. Et donc, pour la petite histoire qui est narrée dedans, on va suivre une jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Sully, mais je ne suis pas très sûre, qui est une jeune fille noire, une jeune enfant noire. Et on va suivre sa vie dans un foyer. Elle va finir par être adoptée, puis après, elle va repartir parce que dans sa famille, le père est alcoolique et violent, ils sont très pauvres dans sa famille. Elle finit, je crois, à l'âge de 12 ou 13 ans par être enceinte de quelqu'un de sa famille, il me semble. Donc voilà, c'est des thèmes qui sont vraiment très durs, très difficiles. Il y a plein de trigger warnings et il faut avoir ça en tête quand on se lance, je pense, dans les livres de Toni Morrison. Et je termine donc le volet littérature blanche avec un livre que j'ai adoré, mais ça a été... j'ai eu du mal à choisir un coup de cœur pour le mois de décembre, mais si j'en avais choisi plusieurs, L'attrape-cœur de Salinger aurait été le numéro 2, vraiment très loin devant. J'ai adoré ce classique, vraiment. Je l'ai en plus dans une vieille édition, donc j'y reviendrai. On va suivre un garçon, un adolescent, je dirais, Holden, qui est renvoyé d'un pensionnat, un peu une boîte à bac, boîte à examen états-unienne, new-yorkaise. On est dans les années, je dirais bien 50 ou 60, mais je suis pas très sûre. Et donc c'est un jeune homme très privilégié, blanc, riche, enfin sa famille est riche, et il se fait renvoyer pour la énième fois d'une énième école. Et on va suivre ces quelques jours après son renvoi et la vie qu'il va décider de mener, parce qu'il ne décide pas de rentrer chez lui et de prévenir ses parents. Il va un peu errer au gré de ses envies et de ses souvenirs dans New York. En fait, ces errances et ces déplacements dans la ville de New York sont un moyen aussi pour lui de se remémorer des choses, des souvenirs, des parties de sa vie, de son histoire, et c'est une manière pour nous d'en apprendre davantage en fait sur le personnage. Il ne se passe rien dans le sens où il n'y a pas d'avancement, de cheminement entre un point A et un point B. On suit juste les errances de ce jeune garçon à travers la ville de New York et surtout de ses souvenirs. Holden m'a vraiment touchée, tout d'abord parce qu'il a une vie quand même difficile, un passé traumatique avec la mort de son jeune frère, le peu d'amour que ses parents lui accordent, mais aussi parce qu'il a une acuité à raconter le monde qui est très fort. Il est très doué pour mettre le doigt sur l'hypocrisie du monde, mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas. Et du coup, comme il est hyper sensible, il ressent tout de manière décuplée. Et ce jeune adolescent, moi j'avais qu'une envie, c'était de lui faire un câlin pendant tout le livre. Il est vraiment hyper sensible et ses cheminements à travers ses souvenirs, ses espoirs aussi, ses espérances sont une manière pour lui de se livrer et d'avoir quelqu'un comme si le lecteur ou la lectrice était son meilleur ami et qu'enfin il pouvait se confier et déposer en fait le fardeau très lourd, je pense, pour ce jeune homme de ses émotions. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il parle de ses émotions et c'est un livre qui ne parle que de ça, mais
c'est un garçon. Et en fait, je trouve ça, d'un point de vue sociologique, hyper intéressant parce qu'on sait que c'est les garçons à qui on apprend le moins à dire ce qu'ils ressentent et en fait qui ont du mal à le faire. Et là, il remet en question ça. Et donc, un aspect quand même très fortement connoté viril dans la société. Donc, c'était vraiment très bien fait. Mais en même temps, pas totalement parce que le monde est insensible à ce qu'il raconte. Le monde ne l'écoute pas. Et en fait, on est, nous, lecteurs, lectrices, que les seules personnes à l'entendre, à l'écouter et malheureusement, comme c'est un livre, à ne pouvoir rien faire. Et ça, j'ai trouvé que c'était bouleversant. Et autre élément que je souhaite souligner, l'écriture est quand même très particulière parce qu'en fait, on est, comme je vous l'ai dit, dans les pensées de ce jeune garçon, Holden. Il pense à quelque chose et il blablate là-dessus, puis ça lui fait penser à une autre idée, donc il saute du coq à l'âne. Et donc, la syntaxe des phrases est quand même très particulière. Il n'y a pas forcément de points. C'est des fois un peu embrouillé ou alambiqué parce qu'on est dans ses pensées. Ça ne gêne pas notre compréhension, mais je tiens juste à le souligner parce qu'il y a déjà ça comme premier jeu sur la syntaxe, sur la langue. Et le deuxième jeu sur la syntaxe, c'est plutôt de l'ordre du registre de langue. Parce que je vous ai dit, c'est un adolescent, il a une 16 ans, je dirais, grand max, et il utilise des mots d'argot. Et j'ai ouvert la présentation de l'attrape-cœur de Salinger en vous disant que moi, j'avais une vieille édition et donc une vieille traduction, et c'est de l'argot. Plus personne ne dit ça de nos jours, hein. Vraiment. Pour avoir souvent des adolescents de 16 ans en face de moi, personne ne dit ça. Donc c'est un argot très vieillot et dont même certaines fois je n'avais pas la signification en tête. Donc je me dis que ça devrait être marrant d'avoir une version un peu moderne de ça. Mais vraiment j'ai adoré. Du début à la fin, j'avais très peur de me lancer et ça frôle le coup de cœur. Enfin c'est mon deuxième coup de cœur du mois. J'ai adoré. Il y a un petit côté quand même très aussi contemplatif, très spleen, comme on peut retrouver du coup dans Frankenstein de Mary Shelley. Donc si vraiment vous aimez pas ces ambiances, moi d'habitude j'aime pas trop ça, bah les lisez pas, mais en même temps c'est deux chefs-d'œuvre, deux classiques qui m'ont vraiment bouleversée. Et donc on arrive à ces livres de poésie et de théâtre que j'ai lus et qui sont quand même très rares. J'en lis très peu et à chaque fois que j'en lis j'adore. Et je sais que j'adore, mais je sais pas pourquoi j'en lis pas plus que ça. Peut-être j'aurais dû mettre ça dans mes bonnes résolutions livresques de 2024. J'ai lu ces deux livres-là, ces deux pièces de théâtre. Je vais vous lire les titres parce que je pense pas que vous voyez, mais la couverture est magnifique. Je l'avais eu dans la box mythologie grecque, je crois qu'elle s'appelait comme ça, de Cube. Et donc ici, on a le texte Bérénice de Jean Racine que j'ai lu en premier et qui est en fait une relecture. Et le deuxième, c'est Tite et Bérénice de Pierre Corneille, que je n'avais jamais lu. Donc ici, on va suivre Bérénice, qui est la reine d'une région vers la Syrie actuelle et qui va plus ou moins, ça dépend les versions et ça dépend des moments en fait de l'histoire, Titus qui est un empereur romain et j'ai pas du tout retenu les dates de quelle époque, dans quelle époque romaine on était. Et donc on a à la fois donc Racine qui écrit une tragédie et Corneille qui écrit une comédie dramatique. Donc on n'est pas vraiment dans le même ton, dans la même ambiance. Mais ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au-delà de la concurrence qui pouvait exister, comme on nous le dit dans les notes du livre, de ce recueil, entre les deux dramaturges français, qui ont donné en première représentation leur pièce à une semaine d'écart, il me semble. Donc au-delà de cette concurrence et cette comparaison qu'on peut avoir entre les auteurs, moi j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'on a une sorte de continuité. Et c'est pour ça que je pense que c'est placé ainsi dans ce recueil. D'abord la pièce de Racine puis celle de Corneille. On est dans une sorte de continuité historique, mais aussi la figure de Bérénice comparée comment la même histoire est traduite de manière différente et mobilisée de manière différente dans ces deux pièces et comment la figure de Bérénice peut à la fois avoir des points communs et des différences majeures. Donc dans la pièce de Racine, on est au tout début. Titus est amoureux, vraiment éperdument amoureux de Bérénice et il va être couronné empereur et il veut épouser Bérénice. Il est victorieux, le Sénat l'adore et il pourrait faire passer l'autorisation par le Sénat d'épouser Bérénice. Et donc l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais comme on lui rappelle dans la pièce de théâtre, les Romains détestent les rois et les reines, et Bérénice est une reine, et il ne peut pas épouser une reine parce que les Romains ne veulent pas de cette dimension héréditaire du pouvoir et de cette figure du roi et de la reine. Et donc Titus a un dilemme cornélien, j'ai envie de dire,
un dilemme entre la raison d'État et son amour. Et c'est vraiment bouleversant. Il y a des tirades qui me font pleurer. Ça fait plusieurs fois que je lis ce texte et j'aime vraiment beaucoup. Je vous raconte la fin pour qu'on fasse la transition avec la pièce de Corneille. Donc Titus finit par considérer que la raison d'État doit l'emporter sur son amour et rejette Bérénice. Ce que j'ai oublié de vous raconter, c'est qu'il y a un autre personnage, Antiochus, qui est un roi aussi d'une région proche de celle du royaume de Bérénice, qui est amoureux de Bérénice, et en fait on a un triangle amoureux et qui est douloureux pour les trois protagonistes parce que Antiochus veut le bonheur de Bérénice, donc il s'écarte de la cour pour que Bérénice puisse épouser Titus, mais Titus refuse d'épouser Bérénice, donc il demande à Antiochus de aider Bérénice à se remettre de cette épreuve et à l'épouser. Il donne son consentement, mais Bérénice, en étant rejetée, rejette également Antiochus. Dans la pièce de Corneille, on a pareil ce même dilemme entre la raison d'État, la gloire et de l'autre côté l'amour. Et Titus a consenti à épouser Domitie, qui est une noble romaine. Et Bérénice revient à la cour, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle revient à la cour et la raison de Titus chancelle et on a toute une pièce où il se repose constamment la même question. Est-ce qu'il doit épouser Domitie et la raison d'État ou est-ce qu'il doit épouser Bérénice et son amour? J'ai beaucoup moins aimé la pièce de Corneille parce que je l'ai trouvée moins, c'est-à-dire dramatique, mais vraiment chez Racine il y a des envolées de tirades qui sont vraiment hyper belle et indépendamment de l'histoire, vraiment il y a un jeu sur le langage qui est vraiment très bien fait et que moi j'adore. Et on nous dit à la fin, dans la 4e de couverture, que chez Racine c'est une grande cérémonie des adieux et c'est ça, il se passe rien d'autre que dire au revoir à la personne qu'on aime et en lui disant au revoir, lui dire qu'on l'aime quand même et c'est vraiment très bien fait. Dans les deux texte, mais parce qu'aussi on est au XVIIe siècle et que c'est deux hommes qui écrivent, la figure de Bérénice est quand même une figure de femme forte, certes, mais elle est prête à renoncer à tout pour Titus. Alors que Titus, il a des dilemmes, il a des problèmes, il doute, et Bérénice, pas tant que ça. Et Bérénice, elle veut épouser Titus, et c'est un peu sa seule motivation. Alors que c'est une reine, et qu'elle pourrait elle aussi faire avec la raison d'État, avoir des doutes sur ça, épouser, comme je le disais dans la pièce de Racine, Antiochus, et aussi permettre d'agrandir son royaume. Et en fait, tout ça, c'est pas mentionné, et j'ai trouvé dommage, parce qu'on a cette femme forte qui est en fait juste une femme qui ne pense qu'à l'amour. Et autre point commun, cette figure de reine, cette figure d'héroïne un peu tragique. Les différences, c'est que j'ai trouvé que chez Racine, il y avait des sentiments qui animaient Bérénice. On savait pourquoi elle était là, on savait, même si ça peut aller à l'encontre de ce que j'ai dit juste avant, on savait qu'elle était là par amour et vraiment elle exprimait son amour et ça j'ai trouvé vraiment très poétique. Chez Corneille, un peu moins, on sait pas trop pourquoi elle est là, elle est plus ambivalente, elle est plus intrigante et peut-être plus au cœur aussi des intrigues de la cour. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, ça lui donne du relief, mais au final, on sait pas trop pourquoi elle est là non plus. Même si ça donne un petit côté intrigant au personnage, j'ai trouvé qu'elle est là parce qu'un jour elle a aimé Titus et que cette phrase résumait l'entièreté de sa biographie, ce que je trouve dommage. J'ai moins aimé la pièce de Corneille, vous l'aurez compris. La pièce de Racine, c'est une de mes pièces préférées et j'ai vraiment bien aimé que ces éditions du coup nous permettent de comparer en les lisant à la suite, ou pas forcément de les comparer, mais de pouvoir avoir les deux pièces qui traitent quand même d'un sujet très proche à la suite, ce qui permet de les comparer encore une fois et juste de les lire ensemble et d'avoir un regard peut-être plus large, plus englobant sur ce qui se faisait au XVIIe siècle, sur cette histoire tragique d'amour entre Titus et Bérénice. Et donc le dernier livre, c'est donc celui-ci qui est vraiment très beau. Donc c'est Laura Lizzie et les hommes gobelins, et il y a 3 noms écrits là, et je vais vous raconter pourquoi, qui est publié chez La Ville Brûle. Donc c'est un texte original de Cristina Rossetti, qui est une écrivaine de langue anglaise mais italienne, qui a été oubliée et effacée de l'histoire et que Digli va mettre en avant. Ici, va lui
redonner sa visibilité, une place importante parce que c'était une femme de lettres à la mode et très connue et reconnue à son époque. Et donc elle va aussi illustrer Digli, cet ouvrage. Voilà. Donc il y en a plein comme ça dans le récit. Donc la première partie du livre est écrite par Digli et c'est une courte biographie de Cristina Rossetti. Puis on a un texte de Clémentine Beauvais, parce que c'est Clémentine Beauvais qui va traduire la poésie, donc Laura Lisi et les hommes gobelins. Et Clémentine Beauvais en profite pour nous faire un court texte sur la traduction et les enjeux qu'elle a eu à traduire ce texte-là, et je pense tout texte, parce que c'est un texte du XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, et donc il y a le problème déjà de la traduction, et les problème aussi en poésie, comme ça nous renvoie à des images qui font, par des mots en fait, qui font un écho en nous, se pose la question de comment rendre ces images, parce que le vocabulaire du XVIIIe siècle, déjà traduit en français du XVIIIe siècle, c'est pas sûr que nous on le comprenne mieux qu'en fait un texte en anglais, premièrement, caricature, mais c'est un peu l'idée. Et deuxièmement, en fait, le vocabulaire du XVIIIe siècle ne va pas forcément nous renvoyer aux mêmes images. Et donc, est-ce qu'il faut transposer ce vocabulaire avec un vocabulaire plus moderne qui n'existait pas à l'époque forcément, mais surtout qui pourrait ne pas du tout vouloir dire la même chose. Par exemple, le sentiment d'amour. Peut-être qu'à l'époque du XVIIIe siècle, on va le dire avec le mot A, et que maintenant, ce qui nous fait penser à l'amour, c'est plus du tout ce mot A, mais ce mot B en fait. Et donc, elle pose des questions plus larges sur est-ce que traduire c'est trahir, et à quel point on peut se permettre consciemment ou pas de trahir quand on traduit le texte. Et j'ai trouvé que ces réflexions étaient hyper intéressantes. Limite, c'était ma partie préférée. Et en troisième partie, on a le texte donc de Cristina Rossetti qui est traduit en français, et en quatrième partie, on a le texte en VO, en anglais, que moi j'ai pas lu. Je me suis contentée de la version française. Et donc Laura Lisi et les hommes gobelins, c'est un peu féerique, c'est un peu... Je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais des livres d'Ariel Holz sur la dimension un peu anglo-saxonne de cette mythologie, et là on est en plein dedans, puisque Laura et Lisi sont deux sœurs et elles vivent un peu recluses dans une forêt, et un jour l'une des deux, je sais plus laquelle, rencontre les hommes gobelins, mange à leur table, dîne avec eux, etc. Et elle finit par tomber malade. Et l'autre sœur, après l'avoir veillée, soignée, etc., et ne voyant pas son état s'améliorer, décide de repartir à la recherche des hommes gobelins pour soigner sa sœur. Elle va tendre un piège en fait à l'homme gobelin pour avoir le remède pour sa sœur. Et en fait, ce piège, c'est une agression sexuelle, donc elle va se laisser agresser sexuellement. C'est une scène vraiment horrible à lire, très violente, et en plus le côté hyper poétique de cette poésie et de ce texte rend la violence encore plus violente à lire. Et elle va aller sauver sa sœur, et en fait tout le texte, pour moi tout le propos du texte, c'est la sororité. Alors pas forcément avec des sœurs de sang ou d'une famille biologique, mais la sororité entre les femmes, la nécessaire solidarité de ces femmes, cette nécessaire sororité pour faire face à la violence des hommes et à la violence du monde, à cette violence sexiste qui imprègne tous les pans de notre société. Et donc le texte, alors bien sûr il y a la traduction de Clémentine Beauvais et cette question de le rendre moderne, mais je l'ai trouvé vraiment d'actualité. La poésie, elle peut décrire, alors j'en suis sûre qu'elle le décrit parfaitement, la société du XVIIIe siècle en Angleterre, mais sûrement dans la plupart des pays, mais en même temps, elle le décrit parfaitement, notre société à nous, et elle a un écho très moderne, et ça rend le texte encore plus violent parce qu'on se dit, en l'espace de quasiment 3 siècles, il n'y a pas grand-chose qui a changé, et ça fait flipper qu'un texte du XVIIIe siècle sur la condition des femmes, sur le combat des femmes, soit autant actuel aujourd'hui. Bref, ce livre m'a beaucoup plu pour plein d'aspects différents. Déjà, la biographie est intéressante, le texte de Cristina Rossetti est vraiment très beau, et en même temps, on a toutes ces questions autour de la traduction que Clémentine Beauvais met en avant. Bon, voilà pour ce bilan lecture du mois de décembre, donc 10 livres lus, et j'en profite pour vous parler des 2 livres que je suis en train de lire. Le premier, mais je ne vais pas m'étendre parce que vous aurez un vlog dédié à ça, c'est le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, vous voyez la brique que c'est. Et le deuxième, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est pareil, une bonne brique, puisqu'il fait 700 pages, et que j'ai mis en pause. Je suis à la page 181, donc j'ai lu que ça. J'ai mis en pause parce que pour le moment, je ne suis pas du tout hypée par le livre.
Déjà, il y a beaucoup d'homophobie intégrée qui me sortent du récit. J'ai envie de baffer les personnages qui sont homophobes juste gratuitement et en fait qui ça n'apporte rien au récit. Donc certes, on est dans les années 50, il me semble, dans une petite ville des États-Unis, mais n'empêche, ça me gonfle. Et en fait, je suis pas attachée au personnage et j'ai toujours rien eu qui me donne envie de continuer. Donc je vais lui laisser une chance parce que tout le booktube game est à fond derrière ce livre-là et que j'ai lu même pas un tiers du livre, donc je vais persévérer, mais pas tout de suite. Je l'ai mis en pause parce que je préfère lire Le Prieuré de l'Oranger et je verrai quand est-ce que je le reprendrai. Cette fois c'est la bonne. Voici du coup pour ce bilan lecture plutôt dense parce que encore une fois 10 livres lus, beaucoup de reliques de Mappal, quasiment que des reliques de Mappal. Il y avait que ces deux-là qui ne l'étaient pas, mais vraiment j'ai dégommé ma palle plus que ce que j'ai eu comme cadeau à Noël, donc du coup les comptes sont bons. Je pense qu'on est à peu près comme avant, pas d'objectif de baisser ma palle, mais voilà, les cadeaux de Noël n'ont pas aggravé l'étendue de ma palle, bien au contraire. Moi, je suis du coup très contente d'avoir lu ces reliques, d'avoir fait de très belles découvertes Frankenstein, l'attrape-cœur de Salinger, vraiment j'ai adoré. Et d'avoir du coup dégommé cette palle, d'avoir lu ces reliques, c'était un challenge vraiment très intéressant. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous!